Voilà, mesdames et messieurs, chers étudiantes et étudiants, j'ai le plaisir en 3 minutes de dire quelques mots d'accueil pour cette conférence que je permets d'adresser en français en tant que représentant de l'université et puisque cette conférence s'inscrit aussi dans le cadre d'un cours dit transversal sur le numérique qui a lieu en français avec des étudiants d'ailleurs du cours qui sont ici présents. Étant précisé que les experts interviendront principalement en anglais et que les interprètes permettront à chacun et chacune de choisir la langue entre l'anglais et le français. D'abord, quelques mots sur le contexte de la conférence. Il s'agit de la 2e conférence d'un cycle de 4 grandes conférences débats qui ont lieu de septembre à décembre, avec pour but de renforcer le dialogue entre l'université et la cité, la société civile, et de sensibiliser sur des enjeux du numérique que je qualifierais d'urgents. Ce qui explique pourquoi chacune d'entre vous peut poser des questions, que vous soyez chez vous à la maison ou avec nous aujourd'hui dans la salle. La première conférence qui a eu lieu en septembre, et que vous pouvez d'ailleurs revisionner sur la page web des conférences, concernait le lien social à l'ère numérique, sujet qui nous semblait évident et urgent en temps de pandémie, où le numérique apparaît comme la solution pour garder le contact avec l'autre. Et aujourd'hui, cette 2e conférence sur environnement et numérique est un sujet tout aussi évident et urgent, mais peut-être moins visible pour certains. Évident et urgent, car le numérique a une double nature. D'une part, il a un formidable potentiel pour l'environnement en permettant de guider les politiques quant à la gestion de la crise climatique ou encore en permettant de réduire la consommation énergétique dans de nombreux secteurs. On mentionne souvent les voitures autonomes permettant une meilleure fluidité du trafic. Mais d'autre part, il représente aussi une menace pour l'environnement avec une évolution exponentielle des technologies, dont l'explosion des vidéos en streaming, avec un coût énergétique important, au point qu'on entend dire qu'en 2020, la part d'émissions du CO2 due au stockage de données aurait dépassé celui de l'aviation civile planétaire. En 2025, elle dépasserait celle des voitures. Et en 2245, la moitié de la masse de la Terre serait dédiée au stockage, au point que certains parlent de catastrophe dans l'information. Le sujet est aussi moins visible, même pour les usagers les plus diligents quant à leur empreinte environnementale. Il suffit de songer à nos smartphones. Nous les utilisons quotidiennement et recevons chaque mois une facture d'électricité qui représente la partie visible de notre consommation. Or, cette facture d'électricité ne tient pas forcément compte de toute la consommation. Je pense en particulier aux nombreuses fermes de serveurs qui tournent à plein régime pour faire marcher nos vidéos et nos téléphones portables. Alors l'idée aujourd'hui est de nous sensibiliser sur ces questions, ainsi que d'évaluer l'équilibre entre ce que je disais potentiel et menaces évoquées pour l'environnement, et vérifier si ce ratio est compatible avec les enjeux climatiques et, cas échéant, quelles mesures adopter. Parmi les mesures, on peut penser réguler pour une consommation numérique mieux ciblée, voire une sobriété numérique avec des produits durables, dits conception par défaut ou sustainable by design. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir des expertes et représentants des organisations internationales à Genève qui jouent un rôle prédominant, un rôle clé pour ce sujet. Avant de céder la parole, impossible pour ma part de terminer ces mots sans remercier les personnes qui ont permis une telle conférence. Bien entendu, d'abord le rectorat, l'équipe du Bureau de la transformation numérique, les interprètes, l'équipe de technique et de communication, en particulier M. Seth Touizabé et Mme Muriel Zolimando et Mme Mélina Tiftikoglu. Sans plus attendre, je laisse la parole à la modératrice, Mme Julie Cumer, pour présenter le déroulé et les intervenants. Et je nous souhaite une excellente conférence. On va passer à l'anglais, du coup, ladies and gentlemen, good evening and welcome to this Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette conférence sur le numérique et la durabilité. Je suis heureuse de pouvoir modérer aujourd'hui. Dans mon travail quotidien en tant que journaliste pour le RTS, je crée beaucoup de contenu numérique et
Dans les émissions pour lesquelles je travaille, nous parlons régulièrement de la question de la durabilité. Si on pouvait rajouter un élément ce soir de cuisine japonaise, cette conférence serait idéale pour moi. Alors tout d'abord, nos 3 intervenants et intervenantes vont parler environ 10 minutes. Et ensuite, notre audience en ligne ou en présentiel passera à l'action puisque nous allons discuter ensemble de ce sujet et vous aurez l'occasion de poser des questions ici avec les micros ou alors en ligne sur l'application que vous trouverez en lien, l'application Slido. Vous trouverez le lien sur l'événement en ligne. Le code est 25869. Je vais maintenant vous présenter notre première intervenante, Madame Doreen Bogdan-Martin. Depuis près de 2 ans, Madame Bogdan-Martin est directrice du Bureau de développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui est l'agence spéciale des Nations unies pour l'information et l'informatique. Elle y travaille depuis 26 ans. Si vous consultez son profil LinkedIn, vous trouverez 3 mots dièses qui vous disent beaucoup sur ce qu'elle fait actuellement. Tout d'abord, elle dit qu'elle est passionnée de le mot dièse ICT for SDGs, donc ce qui veut dire communication, technologie de l'informatique et de la communication pour les objectifs de développement durable. Ensuite, le mot dièse Agenda 2030 et enfin, et non des moindres, le mot dièse Leave No One Offline, ne laissez personne en chemin. Elle travaille pour développer la coopération internationale, permettre des environnements qui permettent aux gens de se développer, rassurer et renforcer la sécurité dans l'informatique, assurer l'inclusion numérique également et de nombreuses autres tâches. Depuis 2010, elle est secrétaire exécutive de la commission au début pour le numérique durable. Si vous allez en bas de sa page LinkedIn, vous vous rendrez compte qu'elle est également en lien avec les filles dans la technologie et les questions de genre également dans le numérique. Donc on voit qu'elle travaille sur les questions d'égalité des genres dans le numérique, puisqu'elle fait partie d'un de ces groupes de travail depuis 2014. Madame Doris Bogdan-Martin, bienvenue. Vous allez vous exprimer aujourd'hui par visioconférence. Merci beaucoup, Julie, pour votre aimable présentation. Bonsoir, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous ce soir. Je voudrais remercier le Dr Benhamou de m'avoir invité à cette importante discussion sur le numérique et la durabilité. Je suis la directrice du bras développement de ITU, de l'UTI. Nous sommes basés à Genève. Nous sommes également l'agence la plus ancienne du système onusien et notre mission a pour objectif la connectivité. Nous avons commencé en 1865 avec le télégraphe et aujourd'hui, notre mission se tourne principalement autour du Internet et notre objectif est d'amener aux 3,8 milliards de personnes qui n'ont pas encore accès à Internet, de leur permettre d'avoir cet accès. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les technologies numériques peuvent permettre de répondre à l'urgence climatique mondiale. Nous aimerions également considérer comment l'information et les objectifs de communication, les TIC, technologies de l'information et de la communication, peuvent également faire partie du problème et si c'est le cas, que pouvons-nous faire à cet égard? Il serait vrai de dire que nous vivons dans un moment de grande disruption. La pandémie du Covid-19 continue de faire rager, nos économies n'ont jamais semblé plus fragiles et la montée, l'émergence de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle défie tous les modèles d'entrepreneuriat et menace énormément de secteurs. On semblerait un orage parfait avec toute une série de crises qui émergent tout en même temps, mais parmi les nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés, l'urgence climatique est présente partout. Le changement climatique
climatiques fabriquées causées par l'activité humaine changent nos réalités climatiques. Alors, quel rôle peut jouer la climatique? La technologie seule ne peut pas résoudre la crise climatique. Il faudrait sinon vraiment faire reset, remettre à zéro notre manière de vivre et d'interagir, mais vu la manière dont nous continuons d'avancer, les technologies digitales peuvent nous aider, numériques, peuvent nous aider à utiliser mieux les ressources numériques et à mieux gérer cette précieuse planète qui est notre maison. Un exemple concret est de nous aider à réduire nos voyages, particulièrement les voyages en termes de voyages professionnels. Le UIT, depuis 10 ans, incite les personnes à des études de travail et à travailler avec des ingénieurs, des experts pour pouvoir voir de quelle manière nous pouvons travailler à distance et que tous ces ingénieurs et toutes ces personnes travaillent sous l'égide de l'UIT pour essayer de mieux connecter ces équipes de travail les unes avec les autres. Cette manière de travailler nous sert positivement, mais jusqu'à maintenant, il a été très difficile de convaincre d'autres de nous suivre. La pandémie de la COVID-19 nous a permis d'ouvrir les yeux au monde de conférences vidéo, du webinaire et de la téléconférence. Du jour au lendemain, nous sommes arrivés dans une ère post-Zoom où le Zoom est devenu l'outil le plus normal. Utiliser les TIC, les technologies de l'information et de la communication, pour remplacer les voyages est une des choses que nous pouvons faire. Il y en a d'autres. Nous utilisons les technologies numériques pour répondre au changement climatique, de voir comment les technologies numériques peuvent, de manière dramatique, améliorer l'efficience énergétique, aider au recyclage, améliorer l'utilisation de la terre et des eaux, créer des villes intelligentes et accélérer vers la transition très urgente et vers une économie circulaire. En ligne avec notre mandat, nous essayons de comprendre comment nous pouvons développer, faire en sorte que les innovations digitales, numériques, deviennent une action climatique. Donc, nous faisons une évaluation des réalités climatiques et nous essayons de présenter des preuves sur toute une série de mesures qui ont pour but de réduire les émissions et construire la résilience depuis les observations au niveau international à l'action. Notre travail sur la communication radio et le changement climatique démontre combien l'utilisation des satellites et les technologies radio-terre permettent de récolter des données, par exemple les mesures en matière de hauteur des eaux, et ceci nous permettent d'avoir des données qui permettent de comprendre le modèle climatique. Un autre secteur qui est l'évaluation environnementale, dans lequel les technologies de l'information et de la communication ont un impact majeur. Et tout en ce qui doit à travers des outils satellitaires pour monitorer, les drones, le stockage de données. Et si on regarde les senseurs à bas coût, nous avons maintenant le facteur de mesurer toute une série de variables environnementales, à partir de la qualité de la terre et de l'air, la consommation de l'eau. Conserver nos ressources naturelles est une importante partie de notre lutte contre le changement climatique. Par exemple, une meilleure gestion de l'eau permet de protéger de la dégradation environnementale, que ce soit l'érosion des sols, qui permet de prédire et combattre les manques d'eau dans différentes zones du monde et qui permettrait également aux paysans de préserver l'eau en choisissant les meilleurs moments pour irriguer et également pour réparer d'éventuels réseaux sanitaires ou endommagés qui permettraient de préserver une grande quantité d'eau. En même moment, toute ces séries d'applications de satellites nous permettent de mieux comprendre l'environnement physique, particulièrement dans des régions peu documentées ou éloignées, où les plateformes de collecte de données numériques nous permettent de collecter
des données numériques de manière intéressante. Et dans le futur, l'intelligence artificielle pourra avoir un rôle important à jouer en utilisant en aidant les environnementaux, les géologistes à lire les modèles qui nous permettraient de répondre, les schémas qui nous permettraient de répondre aux menaces environnementales en amont. Certains d'entre vous ont peut-être suivi les séries de webinaires sur l'intelligence artificielle que l'UTI a proposées et au sujet de ceci et d'autres mesures essentielles. Les drones également, les drones à bas coût nous permettent également de gérer le changement climatique, pas seulement en ce qui concerne la gestion agriculture, mais également dans la question de la réponse aux situations d'urgence. Donc je vais me concentrer là-dessus 2 minutes. Les désastres humanitaires tuent des millions de personnes, laissent de nombreuses personnes sans abri et coûtent jusqu'à 1 millier de milliards de dollars en termes d'impact. Et l'impact sur l'environnement, ça veut dire que les événements climatiques extrêmes deviennent extrêmement communs. Les technologies numériques ne permettent pas d'empêcher un désastre climatique. En revanche, ça permet de les prévenir. Les drones, les systèmes GPS, les plateformes sans fil sont essentiels dans les situations, dans l'après des désastres, pour pouvoir localiser les survivants, pour pouvoir suivre en temps réel et les aires prioritaires dans lesquelles il faut intervenir, et pour également coordonner et mobiliser des réponses rapides en termes de santé et également pour la livraison de médicaments essentiels. Les plateformes en ligne permettent également une manière aux victimes de désastres afin de rapidement pouvoir localiser des êtres chers desquels ils auraient été éloignés. Et notre réponse d'urgence permet de donner non seulement du matériel d'urgence dans des zones désastrées, mais également de permettre d'assister les pays afin qu'ils puissent mettre en place des systèmes d'alerte d'urgence et préventifs en mettant en place des protocoles d'alerte climatique qui répondent aux standards internationaux et qui permettent la diffusion de messages diffusés simultanément dans différents systèmes et dans différentes régions, en augmentant ainsi la vitesse et la réponse de la communication dans des situations de désastre. Notre travail sur les télécommunications permet également à nos membres de répondre en développant des plans d'urgence en termes de télécommunications, et ce qui permet également de répondre et d'avoir des réseaux, des services et des plateformes qui puissent répondre adéquatement quand les désastres ont lieu. Et depuis 2018, nous avons soutenu de nombreux États membres dans des zones vulnérables, y compris dans les îles du Pacifique, Vanuatu, le Samoa, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Guatemala, en Bolivie, dans la République dominicaine et plus récemment en Afghanistan et à Sainte-Lucie. Mesdames et messieurs, les technologies numériques ont un immense potentiel pour protéger la planète. Mais ceci ne nie pas le fait que ces TIC ont également un impact environnemental désastreux. Il y a des millions de tonnes de déchets qui s'accumulent partout dans le monde. L'année passée, vous aurez peut-être remarqué que le monde a célébré la journée du standard international, et nous avons également célébré la journée internationale des e-déchets, et ceci n'aurait pas pu être plus important alors que les déchets numériques ont augmenté de 21% en 5 ans. Aujourd'hui, environ la moitié du monde est connecté à Internet, et alors que de plus en plus de personnes sont en ligne, et alors que les données ont des appliqués tels que le streaming, les plateformes pour le partage de photos augmentent en popularité, eh bien, tout ceci est également le cas des technologies TIC. Et alors que les idées de cloud numérique aient un impact, et les centres de données aient également un impact dans le monde, les TIC consomment entre 5 et 9% de l'électricité du monde, et l'écosystème des TIC
tient pour compte de 2% des émissions gaz à effet de serre, non seulement émanant de fermes de données, mais également en termes de l'utilisation de ces outils et le déchet, la remise en circulation de ces données. Nous fabriquons aujourd'hui 50 millions de tonnes de déchets électroniques tous les ans. Le rapport international quant aux déchets électroniques nous dit que c'est aujourd'hui l'élément de déchets qui grandit le plus au monde, avec 7 kilos de déchets électroniques pour chaque personne sur la planète. C'est énorme. En plus de 20% de ces déchets pas plus de 20% de ces déchets aujourd'hui ne sont collectés et recyclés. Ces défis sont complexes, mais ils ne sont pas insurmontables. L'utilisation d'énergie verte pour pouvoir énergiser ces centres de données vont pouvoir réduire l'empreinte carbone de ces secteurs et vont permettre de recycler, réparer ces différentes données. Et nous allons commencer à avoir des tendances positives dans ce sens avec de nouvelles technologies de recyclage afin de pouvoir extraire ces métaux essentiels tels que le lithium, le mercure, etc. Nous voyons également des initiatives menées par les communautés, comme on voit la Fondation internationale de Repair Café, qui sont présents dans de nombreux pays. Nous avons un long chemin devant nous et l'UIT a pour but de jouer son rôle afin de développer des standards pour aider à la réduction des déchets et afin d'améliorer le taux de recyclage des déchets électroniques et de pouvoir augmenter le nombre de pays qui mettent en place des législations spécifiques en ce qui concerne les déchets électroniques. Nous travaillons également avec nos membres pour développer des standards de technologiques verts qui font la promotion de technologies environnementalement compatibles. Je sais que c'est peut-être beaucoup d'informations, mais je voudrais quitter avec un message très simple. Les technologies numériques offrent un immense potentiel pour minimiser notre empreinte carbone et une meilleure manière de gérer notre technologie nous permettra de réduire l'empreinte carbone de nos industries également. La technologie à elle-même ne résoudra pas notre problème climatique, mais dans les mains de décideurs politiques engagés, ça pourrait être un formidable outil pour le changement et ce sera essentiel pour notre travail dans cette dernière décennie essentielle d'action pour avancer vers les objectifs de développement durable de 2030 et alors que nous travaillons vers les 17 objectifs de développement durable. Avec ceci, je vous rends la parole et je vous remercie infiniment pour cette opportunité. Merci, Madame Doreen Bogdan-Martin, pour cette formidable première partie quant à nos défis qui sont, comme vous l'avez dit, non insurmontables. C'est maintenant un plaisir de présenter notre deuxième orateur, le professeur Laurence Ifti. Depuis 10 ans, le professeur Ifti travaille au département d'informatique à l'Université de Zurich. Il a également été le délégué durabilité pour cette même université et est à la tête du groupe informatique et durabilité de l'université de Zurich et qui est le laboratoire fédéral suisse pour la science matérielle et la technologie. Lorsque le professeur Ifti a tout d'abord commencé à travailler en juillet 2010, ses recherches ont été menées par la question suivante. Comment pouvons-nous utiliser le pouvoir transformateur des technologies numériques pour créer de meilleurs mécanismes de production et de conception? La durabilité et l'éthique mènent également le travail. Il est d'ailleurs enseignant en éthique et en informatique et également responsable de différents. Il est également membre du symposium suisse sur l'environnement et l'informatique. Et je pourrais continuer avec les avec le CV de Monsieur Ifti, du professeur Ifti, son engagement pour l'environnement et son nombre. Afin de trouver plus loin, j'ai dû aller sur le site du département d'informatique et j'ai pu découvrir que la
la contribution personnelle de M. Ifti, qui n'a pas voyagé par avion depuis 2017. Il fait partie également d'un groupe de No-Fly Climate Scientists, donc des scientifiques qui n'utilisent plus l'avion. Il n'a pas de voiture et c'est un flexitarien, c'est-à-dire qu'il ne mange absolument pas de viande ou de poisson. Je crois que vous êtes venu comme moi par train pour nous rejoindre ce soir et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, professeur Ifti. Merci. Merci beaucoup pour cette gentille introduction. Et merci de me donner la possibilité de m'exprimer pendant quelques minutes aujourd'hui sur les possibilités et les risques que représente la transition numérique actuellement. Alors, on va afficher ma présentation. J'aimerais vous faire part de 4 thèses. Donc 4 thèses. Je vais être bref. La première est le fait que la transition numérique offre une grande opportunité pour réduire les dommages que nous faisons souffrir à l'environnement tous les jours. Et dans cette opportunité, on peut imaginer un peu tout ce qui a déjà été mentionné par Dorian Bogdan avant moi dans son intervention. Donc il y a bien sûr une grande chance qui nous est donnée d'arrêter l'endommagement de l'environnement de notre part grâce à la transition numérique. Cette opportunité, et c'est là ma deuxième thèse, cette opportunité provient essentiellement du fait que les technologies numériques ont été extrêmement efficaces pour amener presque à zéro les nécessités matérielles et énergétiques dont nous avons besoin pour produire des résultats utiles. Nous sommes presque à zéro. Je vous expliquerai un petit peu plus dans une minute. Troisième thèse. Nous manquons systématiquement la chance qui nous est donnée. On trouve toujours un moyen, d'une manière ou d'une autre, pour faire le contraire de cette chance qui nous est donnée. On ne fait que développer tout ce que l'on arrive à développer, à faire croître. C'est le problème fondamental. Donc on semble être bloqué dans un jeu qui nous force à faire croître et développer tout ce qu'on peut faire développer. Et je ne parle pas de croissance ici, car c'est un mot qui est trop positif, je pense, pour un développement exponentiel de quoi que ce soit. Ensuite, il y a 4 mécanismes sous-jacents. En fait, sur cette présentation, j'en ai écrit que 3. Donc des mécanismes qui expliquent comment nous arrivons à cela. Donc nous créons des applications qui demandent toujours plus d'énergie pour répondre aux problèmes de ce monde. On arrive à déprécier et disperser le matériel qui est dans notre technologie numérique, et ce de plus en plus vite. Et nous avons également le problème qui fait que avec cette technologie, avec un effet de réseau, eh bien, elle verrouille les utilisateurs, elle les surveille et elle les encourage finalement à consommer plus. Et ça les force même à consommer. Alors l'idée fondamentale de cette belle histoire, en fait, de la technologie numérique au tout début, en 1946, quand le premier ordinateur programmable numériquement a été créé, on avait pour 1 heure, on avait 1000 calculs qui étaient réalisés. Aujourd'hui, on en est à 1 trillion, donc ça c'est multiplié énormément. Mais le revers de la médaille, c'est que nos exigences et nos demandes ont également énormément cru.
Par exemple avec les bitcoins, le développement de modèles de deep learning ou d'apprentissage profond, les vidéos en streaming sur YouTube également, qui sont très énergivores, et donc les émissions de CO2 d'Internet. Mais cela n'est pas parce que le streaming en soi ne serait pas efficace en termes énergivores. On parle de 50 watts par stream de vidéo, mais c'est surtout que uniquement par exemple, seulement YouTube publie 1 million d'heures par jour, par exemple. Donc c'est plutôt la quantité, le volume de ce que nous faisons qui crée le problème. Par ailleurs, il y a de belles promesses qui nous viennent des entreprises de la Silicon Valley, qui affirment toutes qu'elles sont neutres en consommation carbone, Et on parle toujours, si on arrivait vraiment à avoir une énergie neutre en carbone pour alimenter tout cela, eh bien le monde serait beaucoup plus beau que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Ensuite, deuxièmement, il y a la question de l'efficacité des matériaux. Quand le premier processeur à puce a été créé en 1971, il y avait des milliers de transistors sur une puce. 40 ans plus tard, il y a des milliards de transistors sur une seule puce. Donc on voit une multiplication par 1 million. Et si on s'intéresse à l'augmentation des performances des ordinateurs, donc par kilo de matériel, les capacités de calcul ont été multipliées par 2 milliards en 40 ans. Et cela, non seulement parce qu'ils sont de plus en plus petits, mais aussi parce que ce matériel est de plus en plus rapide également. On a commencé avec des mégaoctets, par exemple, et maintenant des mégahertz, pardon, initialement, en vitesse de calcul, et maintenant on est en gigahertz. Donc on voit que tout cela se multiplie. Donc si on imagine qu'il y a 40 ans, on avait des ordinateurs qui faisaient 2 tonnes, pour faire les mêmes calculs aujourd'hui, il suffirait d'1 milligramme de matériel pour faire les mêmes calculs à la même vitesse. Mais, une fois de plus, nos exigences se sont développées plus vite que cette augmentation incroyable de l'efficacité. Et cela a plusieurs raisons, de nombreuses raisons. Tout d'abord, il faut savoir que les matériaux eux-mêmes sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, l'électronique numérique est la seule technologie qui utilise que la moitié du tableau périodique. Il y a de nombreux éléments, mais il n'y en a pas tant que ça. Certains d'entre eux sont des minéraux issus de zones de conflit. Donc en achetant ces minerais, on alimente le conflit et la violence dans diverses parties du monde. Je vais un petit peu accélérer. Vous avez déjà entendu parler de la grande quantité de déchets numériques qui s'accumulent encore plus que la production elle-même, et qui va encore plus vite même que l'augmentation de l'efficacité numérique. Et comme je vous l'ai déjà mentionné, même par tête, par habitant, les déchets électroniques augmentent chaque année à travers le monde. Eh bien, et même si on est passé de 2 tonnes à 1 milligramme de matériel nécessaire, eh bien, nous avons augmenté encore plus vite notre demande en calcul nécessaire et donc cela fait augmenter les déchets numériques. Et cela n'est pas surprenant que c'est le schéma que nous ayons partout. Cette croissance exponentielle de l'extraction des matériaux, elle concerne tous les secteurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et pour le secteur informatique, en fait, on a besoin que d'une toute petite partie de cela. Là, on a par exemple l'alimentation, le textile, la construction, toutes les énergies fossiles que vous pouvez voir, c'est la ligne orange à l'écran. Donc si on s'intéresse à cela, on voit qu'on doit changer quelque chose de manière fondamentale. Et ce changement fondamental pourrait peut-être être soutenu par la transition numérique. Si l'on reconçoit l'ère numérique d'un point de vue de la durabilité. Et c'est là le message principal de ce rapport que je vous recommande.
Je n'ai pas participé à la rédaction de ce rapport. C'est un rapport qui s'appelle Towards Our Common Digital Future, donc vers notre avenir numérique commun. Il réagit un petit peu à un rapport des années 80 qui s'appelait déjà vers notre avenir commun, et cela, c'est la même chose, mais en s'intéressant à la question numérique. Ce qu'on devrait également faire, c'est aller au-delà de certains stéréotypes pour avoir justement un avenir numérique qui soit plus durable. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette dernière image à l'écran. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Nous avons très bien compris que nous devons changer quelque chose, effectivement. Déjà, notre dernier intervenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Bruno Pozzi, directeur du Bureau européen du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qu'on appelle également le PNUE. Avant de se joindre au PNUE, M. Pozzi a été nommé en 2015 chef adjoint de la délégation de l'Union européenne au Kenya. Il vient du ministère des Affaires étrangères en Belgique et en 2011, il a rejoint le service européen des affaires étrangères et fait également partie, a également travaillé en Côte d'Ivoire jusqu'en 2015. Il a commencé sa carrière à l'Institut des relations stratégiques et internationales de l'Université libre de Bruxelles avant de se joindre au ministère des Affaires étrangères en 1999. Il a servi en Chine, en Afrique du Sud et au Japon. Monsieur Pozzi, nous parlerons de gastronomie japonaise plus tard. Il n'a pas de profil LinkedIn et son profil sur la page de l'université de Zurich a peu d'informations. J'aurais pu peut-être me renseigner sur l'université libre de Bruxelles, mais malheureusement, je n'ai pas pu accéder à cette page à cause du coronavirus. Donc sur Google, j'ai vu qu'il est officier de l'ordre de la couronne en Belgique et officier de l'ordre du mérite en Côte d'Ivoire. Mais également qu'il a, une fois dans une interview, affirmé que l'éducation est aussi fondamentale que la communication et elle doit permettre la création d'une conscience environnementale et encourager les changements de comportement. Je suis à 100% sûr que votre intervention aujourd'hui va être une grande source d'inspiration également. Bienvenue, Monsieur Bruno Pozzi. Okay. Bonsoir. Cela fonctionne, c'est formidable. Il va falloir que je parle à Google pour qu'il change toutes les choses. Mais merci beaucoup. Et j'avais attendre. Normalement, ma présentation va venir dans une seconde, je pense. Ou je dois peut-être. Ah, voilà. Donc, très bien. Donc, I'll switch to English, if you don't mind. Je vais donc finalement m'exprimer en anglais. Donc, bon après-midi à tous. Mon nom est Bruno Pozzi, comme ça a été dit. Je suis le directeur environnemental pour l'Europe du programme environnemental basé ici à Genève. Et je vais commencer ma présentation qui, comme d'autres orateurs ont dit, est également concentrée sur les 10 prochaines années, puisque c'est ça que nous avons face à nous pour pouvoir réellement faire un changement. Est-ce que cela fonctionne? Voici la planète Terre. Donc, il y a deux tendances qui sont principales sur la planète. Et d'un point de vue environnemental, nous voyons trois crises. La crise climatique, le changement climatique est un fait, la crise de la nature qui est liée à la perte de biodiversité. Nous sommes à risque de perdre 1 million d'espèces si nous n'agissons pas. Et la crise de la pollution, la qualité de l'air, le fait que nous ne puissions plus respirer
serait bientôt sans masque et le fait que cette pollution de l'air tue des millions d'êtres humains tous les ans. Et ensuite, il y a les objectifs de développement durable qui poussent l'ONU et qui mènent notre planète pour les personnes, la planète, la prospérité et la paix partout dans la planète. Malheureusement, l'heure tourne et tous les scientifiques le disent. Nous avons 10 ans pour résoudre ces problèmes planétaires tout en essayant de rejoindre les ODD, les objectifs de développement durable, d'ici 2030. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Nous sommes à un moment pivot de l'histoire humaine et les décisions que nous prendrons aujourd'hui influenceront le futur de l'évolution humaine et de la vie sur cette planète. Et vous pouvez voir que la planète à droite, ma droite, n'est moins agréable à vivre et très problématique. Et nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de changer rapidement et de manière exponentielle. Le status quo ne fonctionnera pas. Nous voyons ici les émissions en termes de gaz à effet de serre, d'énergie carbone. Et voici le défi à rejoindre afin de ne pas être brûlé à chaque fois que nous sortons. Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre autant que possible. Et c'est comme ça que nous pouvons exploiter le pouvoir de la technologie, parce que les avancements en termes de technologie numérique sont une opportunité. Nous l'avons entendu dire par les différents collègues il y a quelques minutes. Nous pouvons réellement changer notre système d'alimentation, notre système de transport, notre système énergétique et la manière dont nous utilisons les quelques ressources de la Terre. Nous devons décarboner, dématérialiser, détoxifier et aller vers une civilisation durable et résiliente. Nous devons agir vite et la technologie nous fait agir de plus en plus vite si nous l'utilisons de manière adéquate. 60% des ODD, des objectifs de développement durable, sont directement influencés par les technologies numériques et dans les objectifs, 103 des objectifs de développement durable sont directement influencés par une combinaison de technologies numériques et donc en utilisant les technologies de manière adéquate, avoir un impact adéquat. Ceci est un exemple. Lorsque nous étudions la manière dont la mer Aral a été réduite de ces dernières décennies, depuis 1985, eh bien, si nous utilisons des cartes et des technologies adéquates, il nous faudrait environ 30 ans pour pouvoir avoir les mêmes données que nous avons ici extrêmement rapidement. Avec les processus modernes, Google Earth, le moteur de Google Earth a pu, en simplement 45 jours, en utilisant 10 000 ordinateurs, a pu créer les mêmes données. C'est là le pouvoir de la transformation numérique en action. Par exemple, les drones, comme ça a été dit en avant, un seul drone peut faire le travail de, attention, 60 inspecteurs environnementaux. Donc, au lieu d'avoir 60 personnes sur le terrain pour vérifier les dommages environnementaux d'une entreprise, par exemple, ou d'une activité, d'une industrie, eh bien, nous pouvons utiliser un drone et nous aurons le travail de 60 personnes fait en quelques heures. Et en ce qui concerne la reforestation, un drone de reforestation peut semer 100 000 arbres par jour, ce qui, bien sûr, ne peut être fait par aucun être humain. Le pouvoir transformateur du numérique peut également changer les comportements. Nous avons fait des expériences avec de grandes entreprises et nous avons trouvé avec un des grands acteurs chinois de forcer 500 millions de personnes à rejoindre un effort de décarbonation et de changer leur comportement en termes de consommation, de les rendre conscients au niveau environnemental. Ceci a permis à l'entreprise de planter 122 millions d'arbres et de réduire les émissions carbone de 6 millions de tonnes. Dans l'agriculture également, nous pourrons réellement améliorer l'efficacité avec des technologies numériques. En utilisant la technologie, nous pouvons avoir une augmentation de 30% de ressources créées et éviter jusqu'à 20% de gâchis alimentaires en utilisant moins d'eau avec l'agriculture verticale, utiliser
moins d'eau, utiliser moins de pesticides, moins de produits chimiques, des produits chimiques qui ont un impact très nocif sur l'environnement. Et ceci peut être fait avec 90% moins de produits chimiques si nous utilisons le pouvoir de la technologie numérique dans l'agriculture. Nous pouvons également prédire ce qu'il va se passer avec l'environnement. Nous pouvons faire des prévisions, nous pouvons prévoir également l'impact d'une action environnementale à Zurich et de voir quel impact cette action aurait sur Genève si nous faisons ce travail correctement. Et enfin, le pouvoir transformateur du numérique, il s'agit également de travailler sur les cerveaux de nombreuses personnes en exposant les gens à l'impact émotionnel des événements climatiques à travers la réalité virtuelle, en les exposant aux conséquences du changement climatique et de cette adversité. Nous allons donner encore quelques exemples. Je dois aller un petit peu plus vite, d'utiliser réellement le pouvoir transformateur d'Internet, des achats en ligne pour changer les habitudes de consommation des acheteurs. Nous avons eu énormément d'expérience et nous avons eu le soutien de nombreuses entreprises pour faire ceci. Nous sommes dans un moment formidable pour être en vie, mais c'est également un moment de grande responsabilité parce qu'il y a l'aspect positif, mais il y a également toute une série d'impacts négatifs. Les technologies ont le potentiel d'augmenter la concentration du pouvoir dans les mains de très peu de personnes. Il crée également des manques d'emploi, la perte d'emploi. Ils peuvent augmenter l'illégalité, les asymétries à travers le monde, de mettre en danger la vie privée. Et il y a une très forte empreinte environnementale et également la possibilité d'augmenter la désinformation et la polarisation. Et évidemment, tout l'impact des produits, l'impact carbone de ces entreprises. Donc la question est de savoir de quel côté vous voulez être, de la part d'une transformation numérique qui amène à la destruction et l'effondrement de la civilisation, ou au contraire vers une transformation durable, résiliente et équitable. Donc que devons-nous faire? Nous devons influencer les piliers de l'économie, et c'est quelque chose que nous croyons, en utilisant le pouvoir de la numérisation, de l'économie, du secteur privé, du secteur public, afin de rejoindre nos missions. Nous devons amener de la transparence, c'est un aspect de gouvernance pour rejoindre ces objectifs internationaux de manière progressive, aligner les capitaux vers ces objectifs, donc rentrer en dialogue avec les marchés, avec le secteur financier, faire en sorte que les chaînes d'approvisionnement soient plus durables, de la ferme à la fourchette, comme on dit, et ensuite créer des mécanismes incitatifs pour la consommation responsable que chacun et chacune d'entre nous peut faire au quotidien. Et pour cela, nous pouvons utiliser tout ce que le monde numérique nous propose, mais nous devons collectivement répondre aux 3 questions clés suivantes. Tout d'abord, nous devons répondre à comment nous créons un écosystème de données, comment pouvons-nous soutenir et maximiser le changement environnemental à travers un écosystème inclusif et bien gouverné et qui aille vers le développement de biens communs environnementaux. Et la transformation, comment pouvons-nous déployer les biens environnementaux pour transformer les marchés, les chaînes d'approvisionnement et le comportement de consommateurs. Et enfin, la 3e question, nous devons être formés à la question numérique puisque la fracture numérique doit être remplie et chacune dans le monde doit être acteur de la transformation numérique vers un monde environnementalement soutenable. Il y a donc là un impact très important en termes de gouvernance. Eh bien, je crois que j'ai utilisé mes 10 minutes. J'avais encore une image à vous proposer, mais nous peut-être répondrons dans la période de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno Pazzi, pour ce dialogue extrêmement inspirant. Vous pouvez rester sur scène. Professeur Efti, vous pouvez également
nous rejoindre, je vais demander à toutes les personnes dans la salle de conférence de garder vos masques lorsque vous posez des questions à l'aide du micro. Et si vous regardez cette conférence en ligne, vous savez déjà que vous pouvez poser vos questions à travers l'application Slido. Je crois que certains étudiants ont déjà préparé des questions. Vous avez déjà le micro. Je vous en prie, allez-y. Good evening. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Evan. J'étudie le droit. Je viens de commencer mon master. Je suis le cours du docteur Benhamou, Comprendre le numérique. Bonjour, mon nom est Dania Polva et j'étudie les sciences médicales dans la faculté de médecine. Je suis en 2e année et je suis également dans le cours sur les études transversales sur le digital, le numérique. Donc, comme j'ai dit, nous a donné la tâche de représenter un groupe d'étudiants et de poser des questions aux experts. Et ce n'est pas facile puisque vous avez déjà apporté pratiquement toutes les réponses, mais nous en avons encore quelques-unes. Donc, tout d'abord, la première question que nous avons, au début de 2020, la quantité de données dans le monde numérique était estimée à 44 zétabytes, et ça, c'est plus que le nombre d'étoiles dans l'univers, qui peut être observé dans l'univers. L'expansion des données est en train d'augmenter de manière exponentielle, ainsi que l'exploitation, l'utilisation des données. Nous sommes bien au-delà des capacités de la Terre. Que pensez-vous que les acteurs du terrain et les États peuvent faire pour repenser au paradigme numérique de manière plus consciente? Je n'ai pas entendu toutes les questions. La question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réfléchir à nouveau à ce paradigme numérique avec la énorme quantité de données qui sont stockées et qui utilisent de plus en plus d'électricité au quotidien. Oui, je peux essayer de répondre. Je pense qu'il y a un équilibre entre l'efficacité de stockage des données et la quantité de données qui sont créées et stockées. Donc je ne pense pas vraiment que la quantité d'énergie nécessaire pour stocker les données augmente de manière dramatique. C'est seulement tellement dommage que nous n'utilisions pas l'efficacité croissante de la technologie pour faire réduire cette consommation énergétique. On ne fait que repousser un petit peu ce problème, c'est un problème qui est toujours renforcé par le développement technologique. La plupart de ces données que nous stockons ne sont pas vraiment intéressantes. Donc l'explosion des données est essentiellement due à des vidéos en haute résolution, par exemple. On peut, avec une vidéo, on pourrait remplacer des milliers de livres. Donc ces chiffres ne disent rien sur le contenu vraiment de ces données. On remplit un peu des espaces avec ces données. Mais... Merci. Vous aviez une autre question, je crois? Oui, j'ai une question. Quelle stratégie utiliseriez-vous pour faire en sorte que les technologies numériques puissent être accessibles aux pays en développement sans aggraver le changement climatique et également la fracture entre les pays? Peut-être que Mme Bogdan-Martin aimerait répondre à cette question. Elle peut nous entendre, je crois. Je crois qu'elle nous entend. Non, visiblement pas. Elle nous a quittés, d'accord. Okay. Alors non. Alors peut-être que vous voulez répondre. Pardon. Comment pourrions-nous faire en sorte que les technologies numériques soient accessibles aux pays en développement sans aggraver le changement climatique ni la fracture entre les pays? C'est une question difficile, à vrai dire. Je pense qu'il y a une responsabilité du monde développé face au monde en développement. Nous devons bien sûr assurer que cette fracture soit réduite, que les pays du Sud aient bien accès aux technologies, qu'ils puissent utiliser les technologies pour son propre développement.
mais aussi dans la façon dont nous réutilisons, recyclons également nos propres développement technologique. Il faut que l'on emporte avec nous les pays du Sud. Ce n'est pas qu'une question de transfert technologique, mais également de développer des technologies qui rendent également service au développement des pays du Sud. Voilà comment je répondrai. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, une dernière. Jusqu'à présent, les objectifs de développement durable n'ont pas vraiment bien fonctionné. À ce que j'ai compris, professeur Hilty, vous suggérez de partir de la croissance dans une économie. Est-ce que c'est une question de réduction d'impact, mais continuer à croître en tant qu'économie? Est-ce que ça, ce serait l'objectif dans l'économie? Je ne sais pas si j'ai été très clair. Oui, je crois que le problème principal est que nous n'avons pas réussi à honorer la promesse de la dématérialisation. Donc notre croissance économique est toujours liée à la croissance matérielle. Et c'est là le principal problème. Donc on crée plus de valeur, et cela signifie toujours créer plus de tonnes de matériaux échangés. Et je suis toujours convaincu qu'il doit y avoir un moyen alternatif. J'entends par cela que nous puissions répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes, avec moins de matériaux, de biomasse, de minéraux, d'énergie fossile en particulier. Nous devons complètement arrêter avec les énergies fossiles. Mais ce n'est pas le chemin que nous suivons. Et donc, je pense qu'on aurait cette possibilité, mais on suit toujours l'ancien chemin selon lequel on crée toujours de plus en plus de mégatonnes de matériel et de déchets pour faire croître notre prospérité. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et par ailleurs, j'ajouterai que non seulement nous avons une opportunité qui est offerte à nous, avec les technologies numériques, de revoir ce modèle de croissance qui est toujours en vigueur aujourd'hui, mais au vu de la crise que nous connaissons aujourd'hui avec le Covid-19, nous pouvons également remettre tout cela en question dans le cadre mondial de la consommation et de la production durable. Si on repense à la croissance en gardant la durabilité à l'esprit et faire de la croissance, puisque je ne trouve pas de meilleur mot à dire que croissance, disons, faire cette croissance sur un modèle économique qui soit ancré dans la durabilité de la consommation et de la production, eh bien, probablement que nous dématérialiserions justement ces flux, tout en maintenant un niveau de prospérité que l'humanité veut garder. C'est le consensus social du niveau de prospérité, bien sûr, est un tout autre débat. Mais c'est effectivement ce que peut apporter la numérisation, cette dématérialisation encore avancée de ces flux. Ensuite, il y a une question sur Slido, sur cette question, la contribution de la technologie aux émissions de CO2 ne cesse de croître. Dans quelle mesure l'économie numérique est-elle durable sur le plan environnemental? Pardon, je vais répondre. Les technologies numériques sont durables pour autant qu'on n'utilise plus d'énergie fossile. On ne peut pas continuer avec le CO2. La décarbonisation doit se matérialiser. Vous l'avez déjà mentionné, un grand nombre d'entreprises déjà répondent à cet appel de limiter leurs émissions carbone avec la reforestation et d'autres moyens. Mais nous devons vraiment mettre un terme à ce modèle gris, disons, que nous connaissions jusqu'à présent. Ce qui me préoccupe plus, c'est la question des ressources dont nous avons besoin pour la numérisation.
Ces matières premières qui sont utilisées dans le monde numérique sont limitées sur la planète Terre. Et comme on les recycle, on les réutilise, et la façon dont nous le faisons a un impact énorme. Et la croissance est certes exponentielle, la demande en technologie est également exponentielle. On prend de plus en plus dans les ressources à disposition, donc c'est bien sûr une question effectivement de production et de consommation. Il y a de nombreuses questions au sujet des standards et des réglementations. Est-ce que cela pourrait être utile et comment? Les standards ouverts pourraient être quelque chose d'utile dans le monde numérique. Nous voyons maintenant que les entreprises utilisent des effets de réseau en étant incompatibles les unes avec les autres et en créant des réseaux, des effets dominos. Et c'est toujours un cauchemar. Et donc, d'une certaine manière, vous êtes coincé. Et ce n'est pas là le principe que nous avons développé dans les sciences informatiques. Ceci est basé sur la dualité, sur l'ouverture. Et l'effet de réseau est mal utilisé et crée des monopolies et donc des échecs de marché. Ce n'est plus une économie de marché, c'est une économie digitale. Il s'agit vraiment d'un échec de marché, si je voulais être un peu extrême en exprimant ainsi. Et donc cela veut dire que si nous avions des standards ouverts suffisants qui permettraient une plus grande modularité, qui permettraient également d'utiliser des composantes avec des matériaux de grande valeur. Nous pourrions utiliser ces composants tant que celles-ci seraient fonctionnelles, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, tous ces matériaux sont dévalués, dépréciés beaucoup plus vite que leur réelle fonctionnalité ou que la perte de fonctionnalité. Et c'est là une logique, non une logique informatique, mais bien une logique liée à ce type d'économie, l'économie dans laquelle nous agissons maintenant. Il y a des réactions enthousiastes dans le public. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, un micro arrive vers vous. Bonjour. Ma question concerne le concept de dématérialisation des flux matériaux, puisque c'est un terme qui est souvent utilisé dans ce genre de discussion sur le développement durable, et je n'ai jamais trouvé une réponse quant à quoi cela ressemblerait réellement en termes de processeurs. Nous avons miniaturisé tout autant que possible les processeurs. Si on ne regarde pas l'informatique quantique, donc, comment pouvons-nous détacher la croissance matérielle de la décroissance économique? Voilà ma première partie de question. Est-ce que le professeur Hilty voudrait répondre à cette question? Donc, ils se battent pour répondre à cette question. Bien sûr, le fait que nous dématérialisions les outils informatiques, les hardware, sans avoir un effet de rebond que nous connaissons. Le fait que nous puissions faire ça ne veut pas dire que nous puissions dématérialiser la chaîne alimentaire ou l'industrie textile ou l'eau ou quelque d'autre chose de ce type. Mais néanmoins, nous avons une possibilité d'avoir une meilleure efficacité dans ces secteurs qui puissent être créés par les opportunités numériques. Par exemple, je crois que ceci a été mentionné lors de la première conférence, d'éviter le gâchis alimentaire. Et cela semble complètement fou, mais c'est possible aujourd'hui d'avoir des robots dans l'agriculture qui permettent de s'éloigner des monocultures et
et d'avoir une agriculture variée, diversifiée, et qui serait donc positive pour la biodiversité. Et ceci serait possible avec des robots qui pourraient différencier les différentes plantes et appliquer aussi peu de pesticides que possible dans ce genre de secteur. Nous devons donc réfléchir de manière plus créative et utiliser les aspects positifs des technologies numériques pour pouvoir réduire l'intensité énergétique et la nature destructive de certaines pratiques destructives pour l'environnement. Nous devons réduire ceci, mais ce n'est pas quelque chose qui est réellement mis en place. Ce potentiel n'est pas réellement exploité pour l'instant. Et simplement pour ajouter quelque chose, et c'est également le pouvoir de la numérisation de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire comment est-ce que la numérisation peut transformer la chaîne d'approvisionnement, qu'une cuillère n'ait plus à voyager 2 fois autour du monde avant d'arriver dans votre magasin de quartier. Et ceci est réellement ce que la numérisation peut faire avec une certaine avancée de la culture également, de la connaissance, qui permettrait de baisser le niveau de si le gâchis alimentaire était un pays, eh bien, ce serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre du monde. Donc, avec la dématérialisation du commerce et en faisant des liens entre les chaînes d'approvisionnement alimentaire qui soient mieux organisées, qui soient en lien direct avec les besoins du marché, ceci nous aiderait à changer, à transformer de manière positive le développement économique. Merci beaucoup. Nous sommes encore dans ce secteur. Il y a une autre question pour vous. Que peut être fait pour répondre à vos 3 questions clés, l'écosystème de données, les applications transformatives et les connaissances en matière de numérisation? Eh bien, on ne peut pas y répondre à ces 3 questions en une fois. C'est la première chose. Les questions restent ouvertes. Nous avons réellement besoin, et avec une organisation comme le PNUE, comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement, il s'agit d'aller au-delà de l'angle environnemental et de savoir comment pouvoir utiliser ces 3 questions afin que la question environnementale de la numérisation soit au centre des prises de décision. Ce sont en fait des questions ouvertes, des questions que je pose à toutes et à tous, puisque la question n'existe pas pour l'instant. Et nous aimerions avoir une réflexion de savoir comment la numérisation pourrait agir sur la numérisation pour utiliser cet angle de l'environnement dans sa réflexion, dans son développement, puisque ceci a un immense impact sur notre planète et donc sur notre survie, en fin de compte. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose à cette question ou peut-être poser une autre question? Merci beaucoup. Croyez-vous qu'il y ait de l'espoir pour l'avenir? Personnellement, avec les technologies, est-ce qu'il y a un espoir concret? Est-ce que cet espoir ne devrait pas plutôt venir d'autres solutions telles que la décroissance? La décroissance, degrowth in English. Donc, la décroissance, c'est la question. Oui, ça a été dans vos 3 présentations. Les peurs, l'espoir. Je crois avec la base de votre question, la technologie seule ne peut résoudre les problèmes. La technologie peut uniquement, si on trouve les solutions politiques pour créer un futur différent, alors nous aurons, j'en suis sûre, nous aurons besoin de ces technologies pour la mise en œuvre de ces décisions. Donc c'est peut-être une partie nécessaire, mais les technologies numériques sont peut-être une partie essentielle d'un monde futur durable, mais ce n'est certainement pas une partie suffisante, ça c'est certain. Est-ce que M. Pozzi voulait également rajouter une réponse?
Eh bien, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un immense débat sur la croissance ou la décroissance. Je ne connais pas exactement le mot en anglais non plus, dit M. Pozzi. Je crois que ce que nous devons faire, c'est repenser la croissance. Nous devons regarder la croissance à travers ce schéma de consommation et de production durable. Nous avons une série de citoyens sur la Terre qui ont besoin de cette croissance pour avoir des meilleures vies. On ne peut pas nier cela, on ne peut pas leur nier cela. Il s'agit vraiment de repenser à nos schémas de croissance et nous assurer que le modèle économique que nous utilisons, que nous utiliserons pour les 15 prochaines années, sera suffisamment soutenable, suffisamment durable pour pouvoir laisser quelque chose à nos enfants, aux enfants de nos enfants, etc. Et en ce qui concerne les questions, il y a une autre question ici, je vais la traduire. Est-ce qu'il y a des outils ou des schémas qui pourraient permettre à une institution de limiter l'impact environnemental de leurs choix en termes de transition numérique? Donc, quels outils ou quels schémas pouvons-nous imaginer? Eh bien, pour évaluer l'impact de ces organisations, il y a en principe des méthodes qui existent. Par exemple, l'évaluation du cycle de vie d'un objet, d'un outil. On peut appliquer cette question de l'évaluation du cycle de vie de n'importe quel produit acheté par une organisation. Et donc, on peut le faire pour votre matériel informatique, par exemple. Vous pouvez le faire évaluer également vos services numériques en termes d'émissions. Vous pouvez calculer ce qu'il est mieux. Est-ce qu'il est mieux d'imprimer un livre ou de fournir un e-livre, un livre électronique? Eh bien oui, toutes ces évaluations peuvent être faites. Il y a des méthodes, mais les grandes questions sont: est-ce que ceci permettra de résoudre la question de ce qui devrait croître et ce qui ne devrait pas croître? Ce n'est pas le problème, évidemment, de faire croître la connaissance, l'éducation, l'information. Par contre, il est très problématique de continuer de faire croître le nombre de voitures dans nos rues, etc. Et donc, le problème, pour revenir à votre question, si vous permettez, le problème de ce concept de croissance est qu'il ne pose pas réellement pas les questions en termes de ce que nous voulons voir croître et ce que nous ne voulons pas voir croître, et c'est ça que nous devons commencer à différencier. Je ne voulais pas annoncer avant, mais il y a une possibilité sur Slido d'aimer les questions. Il y a une question qui a été aimée par 15 personnes qui participent, c'est beaucoup, car les autres n'ont que 3 ou 4, donc je pense que je dois vous la poser. Quel est votre point de vue sur la mise en œuvre de la 5G, en sachant que cette nouvelle norme consomme beaucoup plus d'énergie que la 4G et va contre le cadre 2000 watts. Alors, j'entends un soupir, allez-y. Alors, je n'ai pas vraiment un point de vue personnel, mais ce que je sais, que les développements technologiques ont un coût environnemental qui doit être pris en compte. Et probablement que l'on doit évaluer d'un point de vue environnemental quels sont ces coûts en termes d'énergie, en termes d'émissions de CO2, en termes d'utilisation de ressources. Et ensuite, c'est l'angle, disons, que je prendrai pour étudier cette problématique. On ne va pas rentrer dans les débats de société sur les besoins de la 5G ou si on n'en a pas besoin, mais il y a bien évidemment un coût. J'aimerais répondre aussi sur cette question de la 5G. On vient de terminer une étude qui n'a pas encore été publiée sur la mesure dans laquelle, en fait, sur l'efficacité du réseau 5G en Suisse, en partant du principe que on mettra un terme à la 3G et à la 4G. Eh bien, dans ces cas-là, les réseaux 5G seraient beaucoup plus efficaces en termes énergétiques, en termes d'énergie
nécessaire au transfert d'1 gigaoctet. Donc on peut ici montrer, on a des bons arguments pour le prouver, qu'on améliore avec la 5G l'efficacité énergétique, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la croissance de la quantité de data que nous transmettons à travers cette 5G, il sera à peu près au même niveau que l'augmentation d'efficacité énergétique. Donc une fois de plus, on a cette question d'équilibre. Et en fin de compte, on aura une infrastructure plus efficace qui utilisera plus ou moins, en gros, un peu plus ou moins la même quantité d'énergie que les infrastructures d'aujourd'hui ont besoin. Mais si on a toutes ces infrastructures en parallèle, bien sûr, le résultat sera pire. De nombreuses personnes disent que la 5G est en train d'être mise en place, mais qu'on n'a pas vraiment conscience de son empreinte écologique ou autre. Est-ce que vous pensez qu'on a ce type de problème selon lequel on considère la révolution numérique comme la 5G en disant « Waouh, c'est un super évolution, mais je n'ai pas bien conscience des problèmes en termes d'empreinte carbone de cette nouvelle technologie ». Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il me semble que c'est tout à fait clair. L'empreinte de la 5G, en termes de quantité de données, est beaucoup plus faible. C'est environ 15% de l'empreinte de la 4G. Mais la quantité, donc par données transférées, donc ça c'est assez clair. L'empreinte réduit, mais le problème, une fois de plus, est qu'on n'a pas conscience du fait de la rapidité de l'augmentation de la demande en données. Si en 10 ans, on fait la même chose avec des nouvelles technologies que ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien on serait dans une situation tout à fait confortable en termes environnementaux. Mais nous ne faisons pas la même chose, on fait toujours plus, énormément plus. Et c'est ça qui empire la situation. Et c'est là le cœur du problème. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser le public à ces problématiques environnementales liées aux nouvelles révolutions numériques pour qu'ils ont bien tout cela à l'esprit. Je pense qu'on va faire beaucoup de plaidoyer, et ce type de dialogue en marge du plaidoyer également. Le grand public n'a pas toujours conscience du fait que oui, on allume son iPad ou son téléphone Samsung le matin, on commence à télécharger 2-3 choses, on commence à regarder des vidéos, on fait ça tous les jours. Et avec cela, on a un impact environnemental. Et c'est là la conscience de divertissement à travers son appareil, mais il y a un impact lié à l'augmentation de l'utilisation des données. Mais si on exploite le pouvoir de ces technologies, qu'on les utilise pour les bonnes raisons, et pour le bien, eh bien, ils peuvent avoir un impact positif sur l'environnement, car la technologie améliorera assurément la façon dont nous développons nos modèles économiques. Donc sensibilisation, bien sûr, beaucoup de plaidoyer sur la bonne utilisation. C'est le message que j'aurai. Utilisez vos appareils, mais utilisez-les bien. Car sans cela, comme je disais, on pourra avoir un impact négatif sur le long terme. Des réactions peut-être à cela? Oui, là-bas. Merci. J'aimerais mentionner le fait que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le « nous » utilisé toute la soirée. Il n'y a pas de « nous ». Ce n'est pas toute l'humanité dans le même bateau, avec les mêmes intérêts. Il y a de nombreux acteurs qui ont des intérêts tout à fait différents et nombre de ces intérêts sont en conflit les uns avec les autres. Donc c'est une fiction quand on parle d'un « nous ». Il y a les GAFA par exemple. Et les utilisateurs de base présents ici, eh bien, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Donc je parle de Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Ils ont des intérêts très marqués dans la promotion de cette surcroissance des données. Et ils utilisent les usagers pour qu'ils utilisent le plus de données possible et qu'ils deviennent accros à la donnée. Je pense que ma question est la suivante.
Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire porter la responsabilité sur les utilisateurs individuels. On doit réfléchir en termes de politique. On doit faire des changements et des choix politiques importants, des choix difficiles à faire quand la technologie n'est pas très démocratique en ce moment. C'est extrêmement difficile d'accéder à certains appareils. C'est très difficile de savoir comment on peut utiliser ces technologies en tant que personne, en tant que petit groupe. L'industrie fait des efforts pour nous empêcher justement de le faire, les États aussi également. Donc ma question est la suivante. Peut-être que vous voulez relire déjà mon commentaire, mais sinon j'ai une question. Comment pensez-vous que nous pourrions permettre un choix démocratique sur l'utilisation de ces technologies et que cela ne survienne pas seulement et qu'ensuite on essaie de réfléchir à comment on peut justifier et chercher des utilisations positives. Il y a des utilisateurs positifs aussi, mais il faut bien se rendre conscience du fait qu'il y a des téraoctets d'aujourd'hui qui sont utilisés pour regarder des chats sur Internet. Est-ce que l'humanité a vraiment besoin de cela? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plutôt nos choix en pleine conscience et qu'on les assume? Alors, il n'y aurait pas de nous et qu'il faudrait une utilisation plus consciente, plus démocratique. Qui aimerait y répondre? Eh bien, je suis d'accord avec votre affirmation. Nous devons faire la différence entre les divers intérêts. Et ce qui est très dangereux, je pense, c'est que de perdre une partie de nos libertés dans cette transition numérique. Nous devrions vraiment éviter cela à tout prix. Je ne vais pas dire nous, mais je vais dire je suis également d'accord. Cela s'inscrit dans les problématiques de la gouvernance mondiale, cette question de la numérisation. Je pense que Madame Doreen Bogdan-Martin aurait eu beaucoup de choses à dire également là-dessus, mais je pense que justement la numérisation nous donne cela en tant qu'individu, elle nous donne la possibilité de choisir et de prendre conscience, en tout cas selon mon point de vue, de prendre conscience de l'impact environnemental de ce que l'on fait. Merci. Autre question. You can now see here, I think. How do you suggest to overtake the power? Comment pensez-vous que l'on pourrait reprendre en main le pouvoir du capitalisme, y compris du secteur privé, pour vraiment enclencher un véritable changement vers des modèles véritablement durables? Et que suggériez-vous pour reprendre en main le pouvoir du capitalisme et du secteur privé pour avoir une influence et permettre un changement vers des modèles durables? D'après, selon mon point de vue, nous avons besoin de rentrer en consultation, de dialogue avec le secteur privé. La transformation se passera avec le secteur privé ou ne se passera pas. Nous pouvons être en accord, en désaccord, mais il est vrai que les besoins financiers importants apportés par le secteur privé ces moyens financiers sont ce qui amènera à la transformation socio-économique dont nous avons besoin pour cette planète et pour la durabilité de notre futur. Et donc, c'est vraiment en s'impliquant auprès du secteur privé, en créant des modèles de développement durable qui soient ancrés dans le modèle économique proposé par le secteur privé, eh bien, ce sera là l'appel du consommateur qui va pousser le secteur privé dans ces directions. Et il y a des histoires très positives de changement en cours avec le secteur privé, l'application du secteur privé. Ici, à Genève, nous avons par exemple l'initiative de la PNUE sur la finance. Nous rentrons en dialogue avec
la finance, avec les banques, avec les secteurs de l'assurance, afin de rendre leur modèle entrepreneurial plus durable, de savoir ce en quoi ils vont investir dans le futur, quel sera l'impact de leurs investissements sur l'environnement. Ce sont là les questions qui, de plus en plus, mènent les décisions du secteur privé. Ce n'est pas tout rose et mignon et joli et il y a encore beaucoup à faire, mais le changement est en cours. Et ce dont nous avons besoin, et c'est là que la transformation numérique rentre en jeu également, nous avons besoin d'aller beaucoup plus vite puisque nous n'avons que 10 ans devant nous. Nous pouvons également utiliser les transformations numériques pour montrer, pour mener le secteur privé vers des transformations plus positives. Merci beaucoup. Il y a une question pour vous, professeur Hilty. Quel est le potentiel des sources d'énergie renouvelables pour limiter l'utilisation des sources d'énergie fossiles dans l'utilisation des TIC? Eh bien, je ne suis pas sûre de comprendre la question correctement. Mais il y a bien sûr cette idée importante de technologie de réseau intelligent, d'une meilleure utilisation de nos technologies, qui soient mieux capables de coordonner la demande et les besoins en termes d'énergie de manière plus dynamique, ce qui permettrait de créer un avantage pour décentraliser les énergies renouvelables. Et ceci, dans notre réseau actuel, ceci est difficile à intégrer puisque ces énergies sont fluctuantes et donc il est difficile de coordonner l'offre et la demande dans ce sens. Par exemple, quand le vent souffle ou quand le soleil brille, eh bien, il pourrait y avoir des processus qui utilisent beaucoup d'électricité qui se mettent en marche et que, quand ce n'est pas le cas, on puisse automatiquement retarder simplement l'utilisation d'une certaine utilisation énergétique. Et si le réseau pouvait faire cette tâche complexe de coordination, eh bien, il serait plus facile d'avoir une génération décentralisée d'énergie solaire, d'énergie éolienne dans le réseau électrique. Et je crois qu'il y a là une connexion entre la numérisation et les énergies renouvelables. Est-ce que c'était ça la question? Oui, je crois. Quand nous avons vu dans votre présentation, Monsieur Pozzi, que Google voudrait décarboner. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Enfin, n'importe quelle compagnie pourrait devenir neutre en termes d'émissions. Ça dépend de ce qu'elles font. Toutes les entreprises aujourd'hui investissent dans la restauration d'écosystèmes, plantent des arbres afin de compenser leurs émissions de CO2, mais il y a également des entreprises qui s'éloignent des émissions CO2, c'est-à-dire qui essaient de ne plus émettre et qui se déplacent vers des énergies renouvelables, qui est le choix qui doit être fait parce qu'il n'y a pas de futur dans les énergies fossiles et il faut s'en éloigner. Merci. Je crois que nous avons le temps pour une question supplémentaire dans la salle. Une personne ici au milieu. Moi, j'ai une question technique. Nous avons mentionné l'utilisation de réseaux intelligents et nous parlons souvent d'intelligence artificielle dans le contexte de la durabilité aujourd'hui. Mais si on tient compte que l'intelligence artificielle est en elle-même extrêmement énergivore, tant en termes de fonctionnement que de création. Croyons-nous vraiment que ce soit là le bon chemin? Ne devrions-nous pas cibler des solutions à plus basse technologie, des algorithmes qui n'utilisent pas de grandes quantités de ressources énergétiques? N'est-ce pas là la bonne direction? Professeur Hilty, je crois qu'il y a différentes raisons pour lesquelles il ne faudrait pas trop compter sur l'intelligence artificielle pour résoudre nos problèmes. L'intelligence artificielle est une partie de la numérisation qui est le plus à la mode actuellement. Ce n'est pas la première phase de tendance autour de l'intelligence artificielle. Et il y en a eu plusieurs. Mais je crois que nous sommes actuellement en train de surestimer ce que
que l'intelligence artificielle peut réellement résoudre. Il y a des aspects négatifs en termes de l'intensité énergétique pour son fonctionnement et sa création. Et le problème principal est que ce n'est pas une utilisation transparente. Aujourd'hui, les modèles d'apprentissage de ces machines, il y a des boîtes noires, elles ne sont pas transparentes en termes de ce qu'elles apprennent vraiment, ce qu'elles font vraiment faire. Donc, on parle de machines. Nous avons besoin de technologies qui soient plus transparentes, mais de nombreux aspects, nous allons dans la direction opposée. Nous allons à l'encontre de plus de transparence. Et nous avons besoin de transparence pour trouver des solutions et non du contraire. Nous devrions peut-être nous rencontrer une fois par semaine afin de chercher ensemble des solutions, peut-être. Je crois que nous sommes arrivés au bout de notre temps. Vous devez courir pour attraper votre train. Je voudrais remercier de nouveau Mme Bogdan Martin qui n'a pas pu rester avec nous, le professeur Hilty, Monsieur Pozzi pour votre temps et pour vos formidables contributions. Merci à chacune pour vos participations dans ces conditions très étranges et difficiles. Nous vous rappelons que cette conférence n'est pas terminée. Il y en aura deux de plus, une le 18 novembre sur la gouvernance des données dans la Genève internationale et la dernière le 16 décembre quant aux fake news et la démocratie. Merci encore, bonne soirée et soyez en sécurité. Merci beaucoup.